Bonjour, aujourd'hui on va continuer le chapitre 3, donc la deuxième partie sur le routage dynamique. Le plan de la présentation. Aujourd'hui, on va voir plus en détail la table de routage. On va expliquer c'est quoi les principaux composants dans les entrées des tables de routage IPv4 pour différents types, autant que ça soit direct ou obtenu de façon dynamique. On va aussi voir certains types, comme par exemple les routes par enfant. On va voir comment est déterminée la bonne route à utiliser pour transmettre un paquet en IPv4. Ensuite, on va faire le même processus, mais pour IPv6. La table de routage. Pour cette section-ci, on va tout le temps utiliser la même topologie de référence dans laquelle on a le routeur 1 qui dit c'est un routeur de périphérie qui lui est connecté à Internet, qui va propager ses routes statiques par défaut vers les routeurs R2 et R3. On a R3 qui, lui, est connecté à un super réseau. On a R1, R2 et R3 qui contiennent des réseaux qui sont discontinus. Donc, on peut voir ici, par exemple, le 172.16.1.0.24, 2.0.24, 3.0.24, 4.0.28, qui sont séparés par des réseaux, on ne voit pas le début, mais c'est des 209. C'est pour ça qu'on parle que R1, R2 et R3 vont contenir des réseaux discontinus séparés par un autre réseau par classe. Si on jette un œil sur la table de routage de R1, on peut voir plusieurs éléments. Donc, on a une route par défaut, des routes connectées directement. On a des routes qui ont été apprises par RIP, d'autres routes connectées directement. On a aussi ici d'autres façons de spécifier les choses. Donc, on va tout décortiquer ça à l'intérieur de ce chapitre-ci. Premièrement, les entrées connectées directement. Première observation qu'on peut faire, il y a 3 routes connectées directement pour le routeur R1, qui correspond à ce qu'on observe dans la topologie de référence. Donc, R1 est connecté à 3 réseaux de façon directe. On a une première connexion sur le réseau 172.16.1.0/24, qui était sur son gigabit Ethernet 00. Ensuite, on a le 209.165.200.224, où il occupe l'adresse 225, qui est connecté sur son interface série 0000. Et aussi, il y a le 209.165.200.232/30, sur lequel il occupe l'adresse 233, qui est connecté sur l'interface série 001, qui correspond, donc ici on a le gigabit Ethernet 00 qui est sur le 172.16.1.0. Ici, on ne voit pas toutes les adresses, mais on avait une connexion sur le série 001 et une autre sur le série 000 qui utilisait l'adresse 225. Ici, on se rappelle, il utilisait l'adresse 233 pour son interface de sortie qui est connectée vers les services Internet. Et d'ailleurs, si on regarde la dernière, là, le réseau c'est 209.165.200.232, donc 1/30, ce qui donne les adresses 233 et 234. Lui utilise R1 le 233, ce qui veut dire qu'à l'autre bout, pour le routeur du fournisseur d'accès Internet, ça devrait être 234. Et c'est celle qu'on retrouve ici, donc pour la route statique par défaut, qui s'en va vers le tronçon suivant sur 209, 165, 200, 234. Les éléments intéressants qu'on va voir, première chose, il va voir l'origine de la route. Donc ici en bas, on peut voir un peu une façon décortiquée. Donc l'origine de la route, va avoir C quand c'est connecté directement. Donc ça, c'est le cas de nos 3 routes connectées directement qu'on a présentement. On a le L pour la route locale là, qui nous rappelle c'est quoi l'adresse IP de notre interface sur cette connexion-là. Pour les autres types de routes, on pourrait avoir S pour la route statique, R pour la route RIP, D pour EIGRP, O pour OSPF. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux qu'on va rencontrer dans les exemples. Deuxième élément de la route pour les entrées qui sont connectées directement, c'est le réseau de destination. Ça nous dit vers où on s'en va. Donc, pour la route locale, c'est naturellement notre adresse IP avec le masque le plus long possible, donc un /32 pour IPv4. Et pour le réseau lui-même, dans ce cas-ci, ça nous donne le masque de ce réseau-là. Dans ce cas-ci, c'est un 172.16.1.0/24. Ça nous dit que
que c'est le réseau qui est directement connecté. Finalement, ça nous donne aussi l'interface de sortie. À la fin, on voit que c'est par gigabit Ethernet 00 qu'on pourrait atteindre ce réseau. Pour les entrées de réseau distant, il y a un petit peu plus d'informations. C'est normal, on les a reçues de façon dynamique, donc il va falloir aussi les pondérer. Première chose, l'origine de la route, donc ça demeure. Deuxième chose, le réseau de destination. Ces deux éléments-là sont pareils comme pour les entrées directement connectées. Ce qui s'ajoute, c'est la distance administrative. Pour les routes directement connectées, la distance administrative, elle est de 0, puis la métrique, elle est de 0, donc elle n'est pas affichée. Alors que pour les routes qui sont d'origine dynamique, comme dans ce cas-ci, ben, c'est une route RIP, on voit la distance administrative. Donc, c'est 120 pour les routes RIP. On se souvient, c'était 110 pour OSPF, 90 pour EIGRP et 1 pour les routes statiques. Ensuite, la métrique, donc, qui va varier dépendamment du type de protocole de routage qu'on utilise. Dans ce cas-ci, on a une métrique de 2 qui correspond au nombre de sauts qu'on doit faire pour se rendre sur la route de destination. Donc, si on regarde ici, la destination, c'est 172.16.4.0/28. Si on regarde notre topologie de référence, donc ici, je vous rappelle, on est en train d'observer les routes vues dans R1. Et pour se rendre au 172.16.4.0/28, ben, il y a 2 sauts à faire, donc à travers R2 et R3. Tandis que, par exemple, pour se rendre au réseau 172.16.2.0/24, on devra avoir une métrique de 1. 172.16.2.0/24, métrique de 1. Puis tous les autres, là, on avait une métrique de 2, ce qui inclut le super réseau. Donc, les 3 autres réseaux là, qui sont connectés à R3 directement, eux ont une métrique de 2. Il y a 2 sauts. Après la distance administrative et la métrique, on se fait informer de comment on peut rejoindre. Il nous dit c'est quoi le tronçon suivant. 209, 165, 200, 226. L'horodatage de la route qui va nous dire le délai qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a appris la route. Et finalement, l'interface de sortie à utiliser, dans ce cas-ci, Serial 000, pour rejoindre le réseau qui est spécifié de destination ici. Comme vous avez peut-être remarqué, la table de routage, ce n'est pas quelque chose qui est présenté de façon linéaire, mais il y a quand même une forme d'hiérarchie dans la présentation des routes. On va maintenant s'intéresser à cette hiérarchie, plus particulièrement les termes qui les spécifient. Donc, par exemple, c'est quoi la meilleure route, les routes de niveau 1, les routes parents de niveau 1 et finalement les routes enfants de niveau 2. Une meilleure route, c'est une entrée dans la table de routage qui va contenir soit une adresse IP du tronçon suivant, soit l'interface de sortie. Dans l'image, on a mis en évidence les meilleures routes de la table de routage. Bon, une meilleure route, ça peut être une route link locale, ça peut être une route connectée directement, ça peut être une route apprise de façon dynamique. Bon, la route de niveau 1. Une route de niveau 1, c'est une route qui va posséder un masque sous réseau qui est inférieur ou égal au masque par classe de l'adresse réseau. On va voir certains exemples. Un des premiers cas, ça va être la route de réseau. Donc, une route de réseau, c'est une route qui est dotée d'un masque de sous-réseau qui est égal à celui du masque de la classe. On a l'exemple ici pour les routes de niveau 1. Donc, on va voir 3 exemples, soit réseau, super réseau ou par défaut. Pour réseau, ben, on voit ici le 192.168.1.0/24. Ben ça a un masque qui s'aligne sur la classe, donc ça devient une route de niveau 1 de type réseau. Une route qu'on dit de super réseau, ben, c'est une route dont l'adresse réseau a un masque inférieur à celle de la classe. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'une adresse récapitulative. On a un exemple ici avec un super réseau pour le 192.168.0.0/16. Le /16, naturellement, c'est plus petit que le /24 de la classe à laquelle appartient la série 192. La dernière possibilité, c'est la route par défaut. On voit un exemple ici, la route par défaut, naturellement tout le temps vers la destination 0.0.0/0, qui peut être une meilleure route dans le cas où on n'aura pas trouvé de meilleure solution. Ici, on voit des exemples de routes de niveau 1. Donc, on a la route par défaut, la dernière qu'on avait mentionnée.
On a aussi la route RIP pour le super réseau 192.168.00/16. Donc, un 192 avec un /16, c'est considéré comme un super réseau, ce qui en fait un niveau 1. L'autre type qu'on a évoqué, c'est les routes parents de niveau 1. La route parent, c'est une route de niveau 1 qui est divisée en sous-réseaux. La route parent, comme telle, c'est jamais une meilleure route. C'est juste une première hiérarchie pour décider d'aller faire une recherche à l'intérieur des sous-routes, si vous voulez, qu'on va voir par après. On a deux exemples de routes parents dans la table de routage. C'est celle qui récapitule l'ensemble des sous-réseaux. Ici, on a 5 sous-réseaux pour le 172.16.1/24, le 172.16.2.0.24, le 172.16.3/24 et finalement, on avait aussi le 172.16.4/28, auquel, naturellement, on ajoute ici là, pour la connecter la locale. Donc, c'est pour ça que lui en compte 5 en ce moment, des sous-réseaux qui résume par un /16, hein, parce que 172 appartient à la classe B, 172.16.0.0. Il nous fait la même chose un peu plus bas pour la série 209 qui appartient à la classe C, qui nous résume par un /24. Encore une fois, il nous dit qu'il voit 5 sous-réseaux. Donc, le premier connecté 209, 165, 200, 224/30. Ensuite, on avait par RIP le 209, 165, 200, 228/30 et directement connecté le 209, 165, 200, 232/30. Puis pour les deux connectés, bon, on a les adresses locales, le 209, 165, 200, 225 et le 233, tous les deux des /32. Ils sont résumés par le 209, 165, 200, 0/24. Donc justement, l'ensemble de ces routes-là qui sont résumées par la route parent de niveau 1, c'est ce qu'on appelle les routes enfants de niveau 2. On dit une route enfant de niveau 2, c'est une route qui va correspondre à un sous-réseau d'une adresse réseau par classe. Donc, les routes parents de niveau 1 vont contenir des routes enfants de niveau 2. L'origine des routes de niveau 2, ben, ça peut être connecté directement, ça peut être appris de façon dynamique ou ça peut être une entrée statique. Ça va être naturellement des routes qui vont pouvoir être des meilleures routes. Cette hiérarchie-là, on va voir, c'est juste pour faciliter ou améliorer la recherche à l'intérieur de la table de routage. Ainsi, ils ont mis en évidence l'ensemble des routes de niveau 2. Il y a une petite erreur parce que le 192.168.0.016, c'est un super réseau, mais les autres, c'est tout correct. Donc, toutes les oranges sont bonnes, seraient considérées comme des routes enfants de niveau 2, à l'exception de celle-ci. Justement, venons-en au processus de recherche des routes. La première recherche qui va se faire, c'est est-ce qu'on trouve une correspondance pour une route de niveau 1 de type réseau, celle qui arrive au fond avec une adresse de destination puis un masque qui correspond à la classe. Si jamais il n'y a pas de correspondance qui correspond aux routes de niveau 1 réseau, on passe à la prochaine étape, qui est d'aller voir les routes parents de niveau 1. S'il trouve une correspondance dans les routes parents de niveau 1, il va faire la prochaine analyse. Dans cette analyse-là, le routeur va regarder les routes enfants de cette route parent-là. Donc, par exemple, si on faisait une recherche dans un sous-réseau de 172.16, ben, il va analyser les 172.16, 1, 2, 3 et 4 pour voir si une de ces routes-là correspond à la meilleure route pour la destination. Ça évite de faire la recherche des correspondances sur l'ensemble de toutes les routes qu'on a. Il va limiter sa recherche à celle des routes enfants de la route parent qui correspond. Dans le cas d'une correspondance avec une route enfant de niveau 2, ben, c'est cette route-là qui va être utilisée pour transférer le paquet. Si jamais il n'y a pas trouvé de correspondance à l'intérieur des routes enfants de niveau 2 ou qu'il n'y a pas trouvé de route parent, par exemple, de niveau 1 qui correspondait à la destination, il va revenir aux routes de niveau 1 pour maintenant analyser les super réseaux de niveau 1, entre autres, naturellement, la route par défaut. S'il trouve une correspondance dans une route de super réseau ou, par exemple, il y a une route par défaut, il va utiliser maintenant cette route-là comme étant la route à utiliser. Dans le cas où il n'y a pas de route par défaut et qu'il n'y a aucun super réseau qui correspond, ben, il va simplement abandonner le paquet.
Qu'est-ce qu'on veut dire par le routeur doit trouver la meilleure correspondance dans la table de routage? Ce qu'on appelle la meilleure correspondance, c'est la route qui va être égale à la correspondance la plus longue au niveau binaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'adresse réseau de la route et l'adresse de destination et on compare le nombre de bits qui correspondent. Celle qui a le plus de la plus longue correspondance, c'est celle qui va être choisie. Donc, dans certains cas, il y a plus qu'une route qui va avoir une correspondance correcte, celle qui est la plus précise, donc qui a le plus de bits qui sont similaires dans les deux, qui va être choisie. Dans l'exemple ici, on a l'adresse de destination qui est 172.16.010, qui ici est présentée de façon binaire. Donc le 172, 16, 0 et finalement le 10. En orange, j'ai mis le nombre de bits qui correspond donc à la route la plus longue qui est en bas ici. On va regarder les trois routes possibles qui nous étaient fournies. Donc la route 1, c'était 172.16.0.0. On applique le masque /12. Donc on regarde ici, on applique les 12 bits qui sont en orange. C'est ceux qui correspondent au masque. Bon, on voit que, ben oui, il y a correspondance tout le long, mais ce n'est pas celui qui offre la plus longue correspondance, parce que les autres bits ici, d'un /12 pourraient être des 1, puis ça serait encore bon. Donc, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a présentement ici. Ce n'est pas la route la plus précise. Si on regarde la route 2, qui elle est un /18, mais là, on a encore un 172.16.0.0, mais un /18. On voit maintenant en orange, on a 18 bits qui correspondent au fond à la partie réseau. Puis, naturellement, bien, ça correspond toutes à ceux de notre 172.16.0.10. Mais on a une troisième route plus précise, qui est la route 3 avec 172.16.0.0/26, qui elle, bien, 26 bits qui doivent correspondre. Donc, les 26 bits de la partie réseau correspondent toutes à celle de notre paquet de destination. Donc, c'est une route qui est valide puisque c'est celle qui a le plus de bits qui correspondent, donc qui est associée, c'est celle qui est préférée. Donc, c'est la plus précise. Un /26, c'est plus précis qu'un /12. Pour la section sur IPv6, on va encore voir une topologie de référence. On va se rendre compte que les composants de la table de routage IPv6, c'est très semblable à ceux de IPv4, à part la partie hiérarchique, étant donné que IPv6 est sans classe, naturellement, il n'y aura pas d'histoire de parents de niveau 1 puis d'enfants de niveau 2. Donc, il n'y a pas ce regroupement-là par classe. Si on regarde la topologie de référence, on a trois routeurs qui sont interconnectés par des liens série. Ils ont chacun un petit LAN connecté. On voit ici les adresses link locales, FE080, bon, 2, 1 et 3. Qui nous permet de les identifier. Là, sûrement que ça, c'est R1, R2 et R3. On se souvient, c'est la commande show IPv6 route qui permet d'afficher la table de routage en IPv6. On voit d'ailleurs le résultat qui est illustré dans la figure. Encore une fois, les informations qui sont fournies sont semblables à celles qu'on retrouvait dans IPv4. Comme pour IPv4, l'origine des routes va être identifiée par une lettre. Les routes connectées directement par C, la route locale par L. On en a trois routes connectées directement sur le routeur R1 qui sont affichées. On va avoir l'origine de la route, le réseau, dans ce cas-ci, le réseau de destination, qui est le réseau connecté directement. La métrique associée, dans ce cas-ci, il nous affiche 0,0 parce que c'est une connecté directement. Donc, la distance administrative, c'est 0, la métrique, c'est 0. L'interface de sortie, on ne le voit pas parce que c'est super pâle, mais c'est serial 000. Et on rappelle que c'est directement connecté. Pour les routes distantes, on voit ici des routes qui ont été reçues de façon dynamique par le protocole EIGRP. Si on détaille les informations à l'intérieur, encore une fois, on commence par l'origine de la route, D, qui nous a dit que c'était EIGRP. C'est quoi l'adresse de destination? La distance administrative, donc 90 pour EIGRP, la métrique associée. Ensuite, le tronçon suivant, dans ce cas-ci, c'est le link local FE83, donc le routeur 3. Et l'interface de sortie, c'est Serial 001. Donc, ça nous disait que si on voulait rejoindre 2001 DB8 Café 3,
fallait passer par le routeur 3. Notre destination, c'était FE83 et on devait utiliser notre interface Serial 001. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi que pour rejoindre, par exemple, le 2001 DB8 Café 2, ben, il nous demande de passer encore une fois par le FE83. Bon, même chose pour le 2001 DB8 Café A2, donc qui est le link entre R2 et R3. Il nous demande encore de passer par R3. Visiblement, ici, le chemin direct vers R2 doit être engorgé ou vraiment avec une bande passante plus basse parce qu'il nous recommande de passer par R3. C'est déjà tout pour la partie numéro 2. Donc, on a repassé les éléments principaux de la table de routage. Donc, on a revu c'est quoi les composants d'entrée des tables de routage IPv4. On a vu c'est quoi les relations là, des routes dites parents-enfants dans la table de routage, donc qui est créée de façon dynamique là, avec une certaine hiérarchie. On a vu le processus qui permet de déterminer la route à utiliser pour transmettre des paquets IPv4. Même chose au fond pour IPv6. Je vous rappelle qu'à la fin des notes de cours, ici, j'ai rajouté un glossaire qui nous fait un retour sur les principaux acronymes, entre autres, du chapitre. Certains, on avait déjà vu, mais bon, c'est les principaux, ils sont regroupés ici. Et finalement, les nouvelles commandes du chapitre là, pour les configurations des routeurs sont résumées à la fin aussi de vos notes de cours.